Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où aujourd'hui on va parler de cette tournée du 15 de France en Nouvelle-Zélande, les intérêts, les groupes. On va analyser un petit peu tout ce qu'il y a autour de cette tournée, pourquoi elle est spéciale, euh, quels sont les enjeux, s'il y en a pour les équipes, pour ci, pour ça. Avant de commencer, pensez à vous abonner si vous aimez mon travail, si vous aimez les vidéos que vous regardez, si vous aimez les streams Twitch, que je fais aussi le soir, j'essaie d'en faire de plus en plus souvent. Et ça se voit vu que de plus en plus, on a de plus en plus de gens chaque soir sur le stream, c'est super sympa, on a une meilleure ambiance, voilà, on a une ambiance qui s'améliore, c'est génial. Donc si vous voulez vous abonner, mettre un like, tout ça, ça m'aide. Si vous voulez débattre de quelque chose en commentaire, évidemment, la section commentaire est ouverte. Mais voilà, on est parti pour la vidéo. On va d'abord répondre à une première question. Pourquoi cette tournée? On peut se poser la question parce qu'elle est légitime avec tout ce qui tourne autour. Est-ce que c'est un manque de respect d'envoyer une équipe entre guillemets B, mais on va dire sans les premiums, en Nouvelle-Zélande, qui est le pays du rugby, qui a les All Blacks? Certains le voient comme un manque de respect, ça fait le bonheur pour les débats un petit peu faciles de certaines émissions, mais est-ce que c'est vraiment un manque de respect d'envoyer une équipe bis chez les All Blacks? Je pense que d'un œil extérieur, aujourd'hui, notamment dans les équipes du Sud, pourquoi ils sont offensés? Parce que dans leur optique, dans leur manière de fonctionner, tout simplement dans leur vision du rugby, pour eux, quand ton équipe nationale joue, c'est forcément la meilleure sur le terrain. Et même si sur certains matchs, ils font évidemment tourner, je pense aux All Blacks, qui font très souvent tourner quand ils jouent comme, contre des adversaires comme le Japon, les Fidji, les Tonga, les Samoa, même ça fait un bail, je crois qu'ils les ont pas joués. C'est forcément une équipe remaniée, mais le groupe reste le même. Ce sont des joueurs qui jouent face à ces nations-là, qui sont issus du groupe primaire. Ce pas des joueurs qui vont chercher d'autres clubs. Pour ça, ils ont les All Black 15 qui ont éclos il y a une ou deux saisons, où Damian McKenzie a joué quand il fallait se refaire une cheville, et qui est globalement l'antichambre des All Blacks premiers, de l'équipe première des All Blacks. Et on a aussi les Maori All Blacks, leur nom est assez équivoque. C'est des joueurs maoris qui forment voilà, une équipe encore. Je ne sais pas vraiment si on peut considérer ça comme l'antichambre des All Blacks, mais il y a des joueurs de plus en plus intéressants qui s'y baladent. Et c'est souvent arrivé que certains des joueurs qui sont présents dans les squads des Maori All Blacks finissent chez les All Blacks. Donc, voilà, les All Blacks ont deux antichambres, mais pour eux, c'est clair. Euh, les All Blacks, c'est la meilleure équipe. Et si tu veux faire des tournées, entre guillemets, un peu plus light, comme avaient fait les All Blacks 15 l'automne dernier, où ils avaient joué contre la Géorgie à Montpellier, et je crois qu'ils avaient joué contre le Munster, si je dis pas de bêtises, au Thomond Park. Et voilà, eux, ils ont cette notion-là de on a notre équipe première et on a nos équipes bis si on veut faire tourner ou faire une revue d'effectifs. Et quand le 15 de France se permet, entre guillemets, de mettre une équipe où il n'y a pas leur premium, où il n'y a pas les meilleurs joueurs, où il n'y a pas les seuls joueurs qu'ils connaissent, parce qu'ils sont assez égocentrés sur ça, les Néo-Zélandais. Ils n'ont pas vraiment cette connaissance des joueurs du monde entier. C'est-à-dire que par exemple, pour avoir été en Nouvelle-Zélande, certains supporters qui étaient, quand tu discutais avec eux, les mecs te connaissaient leur équipe sur le bout des doigts. Notamment, j'avais fait les Chiefs, j'avais fait les Hurricanes, et les mecs avaient du mal à me placer le nom de comment il s'appelle, oh, bah, je place encore le nom, mais moi c'est plus par rapport à ce qu'ils m'avaient cité, ils m'avaient parlé de plein de joueurs. Par exemple, ils avaient du mal à citer Roman Tamak, ils avaient du mal à citer comment ils me disaient ça, ils me disaient Greg Raldrit, parce qu'ils avaient du mal à le prononcer, mais voilà, Grégory Aldritz, ils avaient du mal à le situer, ils avaient du mal à situer Peato Movaca, qui sont pourtant des joueurs cadres, hein, tu vois, c'est évidemment qui peuvent te citer Chabal, mais c'est pas des joueurs qui jouent aujourd'hui. Et donc sur tout ça, malgré tout, ils arrivent à faire la différence et ils savent, grâce notamment à leurs consultants qui sont aussi égocentrés qu'eux, que le 15 de France envoie une équipe bis. Et l'autre problème de la vision du rugby des All Blacks, c'est qu'aujourd'hui, dans leur vision des choses, un championnat, c'est court. Un championnat, c'est court pour eux. C'est-à-dire euh, que ce soit à travers des récits des joueurs qui vont jouer au top 14, que ce soit des Famouna qui a fait un podcast il n'y a pas longtemps où il racontait la réalité du top 14, mais pas une mauvaise réalité, c'est juste il faut savoir enchaîner, plus que le Super Rugby.
que ce soit voilà, les récits d'anciens joueurs, les récits de joueurs qui viennent puis qui reviennent. Par exemple, Fainga'Nuku, son récit, je pense que voilà, ça va intéresser les journaux. Mais pour eux, ils ont du mal à concevoir qu'un championnat puisse prendre le pas sur la priorité nationale. Parce que pour eux, le Super Rugby aujourd'hui, ça a considérablement baissé en niveau, même si ça reste intéressant. Le départ des Sud-Africains a fait que ben, on est sur ce championnat qui dure de février à juin, qui est pas extrêmement demandant. C'est-à-dire que même si c'est un cliché, la défense est pas exceptionnelle, même si je conçois qu'en Champions Cup, ce soit pas non plus exceptionnel. Mais là-bas, la défense n'est pas une priorité. C'est pas d'énormes combats dans tout ce qui est, par exemple, mêlée. Pour eux, c'est plus des phases de lancement de jeu qu'une vraie phase de combat. Et donc, ça donne ce truc de. Ils, ils ont du mal à comprendre pourquoi le top 14 prend le pas sur, euh, sur en fait, le 15 de France. Ils savent pas euh, que les clubs sont. Parce que je dis ça, mais en Nouvelle-Zélande, les clubs sont quasiment tous. Alors, pas, ils appartiennent pas tous à la fédération des All Blacks, mais il y a des directives qui font que les internationaux des All Blacks, par exemple, peuvent pas jouer plus de 5 matchs d'affilée. Il faut qu'ils fassent une pause après le 5e match. Donc voilà, il y a toujours une gouvernance de la Fédé qui fait que tu as toujours cette espèce de. euh, toujours l'esprit et la priorité nationale. Et ça, c'est ceux qui ont du mal à situer de pourquoi la France fait ça. Après, pour ce qui est de pourquoi l'équipe de France fait ça, je trouve que en dépit du mauvais résultat de la dernière Coupe du Monde, le fait que Galtier, sur chaque saison, teste entre 60 et je crois que je vais élargir, allez, 75, peut-être 80 joueurs, comme ça avait été le cas l'année dernière. Je crois que l'équipe qui avait testé le plus de joueurs derrière la France, je crois que c'était les Springboks qui étaient à 55, si je dis pas de bêtises. L'équipe de France, grâce à la tournée en Argentine, était à 70-75 de mémoire. Donc en fait, ça a un énorme intérêt pour Galtier. Pourquoi cette tournée? Parce qu'en dépit des critiques des Néo-Zélandais qui protestent sur le fait que c'est un manque de respect, que l'équipe de France n'envoie pas ses premiums pour aider, enfin entre guillemets pas pour aider, mais pour que les All Blacks remplissent leur stade, alors que eux, de l'autre côté, quand ils viennent en Europe, bah, c'est toujours les meilleurs. Pour Galtier, c'est un énorme intérêt parce que ça lui permet comment formuler ça, euh, de sélectionner des profils pour la concurrence. C'est-à-dire que on sait que le top 14 est un championnat extrêmement demandant, c'est le plus demandant du monde, c'est le plus long du monde aussi. Et donc, il est extrêmement sujet aux blessures, ce qui fait que tu es souvent appelé à appeler d'autres joueurs qui vont couvrir les blessures. Sauf que ces joueurs-là, quand par exemple sur des postes où passer le 4e joueur dans la hiérarchie, c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience, bah, tu te retrouves avec des joueurs qui vont devenir des bons joueurs, vu que quand ils sont, comment dire, quand ils sont parés au joutes international, ils deviennent forcément meilleurs. Mais dans l'immédiat, c'est pas le meilleur partenaire d'entraînement possible. C'est pas celui qui va vraiment te faire ressentir euh, ce qu'est vraiment le niveau international. Et donc Galtier, grâce à ce groupe-là, grâce à cette tournée-là d'été qui est désormais depuis le Covid exclusivement dédiée à voilà, une espèce de revue d'effectifs. C'est un 15 de France A, enfin B dans l'esprit, vous voyez, toutes ces appellations, c'est compliqué. Mais ça te permet voilà, de tester des joueurs qui te permettent comment dire, de creuser un petit peu plus la profondeur à certains postes. Et on sait que l'équipe de France en a besoin. Par exemple, on va en parler, mais le poste de pilier droit, derrière Antonio, il n'y a pas encore de grands successeurs désignés. Il n'y a pas encore une hiérarchie qui s'est totalement dessinée, contrairement à d'autres postes. Donc c'est pour ça que cette tournée est extrêmement intéressante pour Galtier, parce que ça lui permet de voir et d'expérimenter des joueurs, des combinaisons et des joueurs à certains postes qu'il n'aurait jamais pu utiliser ou jamais pu faire avant, enfin en dehors, pardon, voilà, durant le 6 Nations ou sur la tournée d'automne. Et donc c'est pour ça que cette tournée d'été est extrêmement intéressante pour Galtier. Et c'est la fin, entre guillemets, de l'antichambre de cette vidéo. C'est l'explication générale des sujets un petit peu, bon, pas philosophiques, mais vous voyez ce que je veux dire, de pourquoi cette tournée est intéressante, pourquoi les All Blacks sont un petit peu choqués qu'on n'en voit personne. Mais rassurez-vous, on pourra en revenir sur cette question de les All Blacks pensent que c'est un manque de respect.
Les stades sont quand même pleins pour la Nouvelle-Zélande. Ce qui est intéressant, je crois qu'il y a les All Blacks ont mis un post sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps où ils disaient qu'il restait 1000 places pour je sais plus lequel des tests et que les autres étaient globalement pleins. Après, ils ont choisi des stades, ils n'ont pas choisi l'Eden Park d'ailleurs. Ça, c'est peut-être une révélation, mais ils ont choisi le stade de Dundee, le Forsyth Bar Stadium. Ils ont choisi le Sky Stadium à Wellington. Et ils ont choisi le FMG Stadium Waikato, donc 3 stades qui sont à 25, 30 et 35 000 places, si je me souviens bien. Et donc les 3 sont quasiment pleins. Et autre facteur qui est intéressant, c'est que quand on voit la finale de Super Rugby, on est sur 1 million de spectateurs. Alors pour vous, ça peut vous sembler pas incroyable. C'est par exemple le chiffre qu'a fait l'Angleterre pour sa finale de championnat. Ils étaient à 1 million, ils étaient à 900 000 je crois, et le pic était à 1,2 million. Mais pour la Nouvelle-Zélande, un cinquième enfin 1 million de téléspectateurs, c'est un cinquième du pays, puisqu'ils sont 5 millions et demi. Donc c'est extrêmement important. Et il y a un petit regain quand même d'intérêt pour les All Blacks pour le rugby globalement. Donc c'est intéressant de voir si ça va se prolonger sur cette tournée face à la France, si les chiffres vont être aussi intéressants. Donc on va passer à la revue d'effectifs. Maintenant, on va analyser les compos. On va commencer par le 15 de France quand même. Je vous le mets directement. Alors, pour procéder à cette vidéo, j'ai quand même un peu pré-shot la vidéo, notamment avec des compos probables. Vous les voyez là. On a fait des compos probables sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez venir, je le répète, mais pour le match 1 et pour le match 2, pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce que sur le match 2, les internationaux, enfin les finalistes, pardon, seront là où sur le match 1, tu fais exclusivement avec les 37 joueurs que tu as sélectionnés en premier lieu. Mais on y reviendra plus tard, ça c'est juste pour la présentation. Là, on a décortiqué le groupe en fonction des piliers et des possibilités de position. Là, c'est vraiment poste brut, entre guillemets. Donc on est quand même sur Bamba, Beria, Colombe, Erdosio, Malaise, Montagne et Slimani. Alors je ne vous fais pas les différences pilier droit, pilier gauche parce qu'on va le faire après. Au talon, Barlow, Bourgarit et Marchand. On est resté sur... alors c'était Barlow et Marchand pour l'Angleterre et Bourgarit était à Marcoussis pour des soins, donc c'était pas, c'était pas une grande surprise d'y voir Bourgarit. Pour la deuxième ligne, on est sur Oradou, Duguide, Guillard, Alagahu qui a été rajouté après les demi-finales, Taofi Fenois et Théo William, qui je trouve c'est une line-up de deuxième ligne assez intéressante. Il y a énormément d'associations à faire qui peuvent être pas mal. Pour la troisième ligne, Abadi qui a été rajouté lui aussi après les demi-finales. Fischer, Tixeron qui était déjà là face à l'Angleterre. Van Tonder qui était sur le banc de mémoire. Et Woki aussi. Donc c'était un banc 6-2. Je crois que c'était Van Tonder et Woki. Je me souviens bien, je n'ai pas vérifié. Mais si jamais vous me faire la correction en commentaire, je prends. Ensuite, le Garek Jono Dobania. Donc il est resté fixé sur ce qu'il avait fait sur le match amical face à l'Angleterre. Et pour les demi d'ouverture, on est sur Léo Berdeux, Antoine Astoy, qui était aussi là sur ce match-là, et Joris Second, qui a lui été rajouté après les demi-finales. Et je suis extrêmement content parce que je crois que ça se jouait entre lui et Lebrun, mais Lebrun avait pris une commotion et donc n'était pas certain. Donc on est allé sur Second du côté du stade du 15 de France. Et honnêtement, Second nous sort une saison qui me fait dire que sa place ici est méritée. Il n'y a pas de débat. Pour sa longueur de jeu au pied, on fait un joueur extrêmement intéressant. Et globalement, dans le jeu, c'est vraiment un élément qui peut être intéressant pour Galtier. Derrière Astoy et Berdeux, vu qu'apparemment, quand même, du côté de Galtier, on se serait fixé sur ces deux-là pour le poste de titulaire en 10. On verra d'ailleurs qui il testera. On va en reparler, mais je ne vais pas spoiler le reste de la vidéo. Ensuite, en centre, Dari Carrère, Gaëton, Ficou, le capitaine, et Théo Millet. Donc, on est sur un 2-2, c'est-à-dire que Ficou et Millet couvrent le poste de 12, Gaëton, Dari Carrère couvrent le poste de 13. Et pour ailier arrière, on a donc Théo Atisogwe, Léo Barré, Aliveretti du Guivalou, Tom Spring, Cher Tibérien et Gabin Villiers. Ça, c'est le groupe des 37. J'ai pas rajouté, vous avez remarqué, les 5 joueurs qui ont été convoqués. Enfin, pas encore officiellement, mais le Midol a révélé que ces joueurs-là allaient être convoqués après la finale du top 14, en attendant évidemment que les blessures, que l'incertitude confirme entre guillemets la sélection, que ces joueurs-là ne se blessent pas durant la finale. Et donc on va en parler après. Donc les 5, c'est Joshua Brennan, j'allais dire Daniel, mais non. On a donc Joshua Brennan en deuxième ligne. On a Pierre Beauchaton, je les rajoute maintenant parce qu'autant les rajouter. Marco Gazzotti en troisième ligne. Et à la fin, on a au centre Nicolas Deporter, le centre longiligne de l'UBB,
Et Pierre-Loup Barassi, un autre centre, quasiment la même position d'ailleurs, que Nicolas Deporter. Ça donne ce groupe de 42 joueurs qui va se déplacer en Nouvelle-Zélande. Et pour moi, c'est un groupe extrêmement intéressant dans l'optique où Galtier l'utilise pour se construire des joueurs pour augmenter la profondeur d'effectifs à certains postes. Ensuite, voilà, on va faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire les postes des joueurs potentiels. C'est-à-dire que pour la première ligne, ça bouge pas beaucoup, hein. Alors, j'ai pas mis Malaise pour le poste de pilier droit, même s'il peut jouer. Il a joué la plupart de la saison d'ailleurs avec Provence. Mais je pense que le fait est que avec Bamba, Colombe, Montagne et Slimani, tu as quand même 4 joueurs qui vont couvrir ce poste de pilier droit. Il n'y a peut-être pas besoin d'un 5e joueur. Moi, je me pose juste la question d'ailleurs avant que les 5 joueurs soient annoncés. Pourquoi ne pas prendre bail en sachant que le poste de pilier gauche n'est pas extrêmement fourni numériquement. En termes de qualité, j'aime beaucoup Beria, j'aime beaucoup Erdosio, même s'il a quand même des choses à prouver. Et Malaise, c'est vraiment, à mon sens, le 3e dans la hiérarchie. Non, sans manquer de respect, hein, les gars, quand pas un spoiler alert, mais petit truc, quand je parle des hiérarchies, c'est pas pour manquer de respect aux joueurs ou quoi, c'est vraiment en termes d'expérience, en termes de tout ça. S'il y a des joueurs qui passent, ne vous vexez pas parce que je mets tel ou tel dans la hiérarchie en 3e position, en 2e, c'est vraiment en fonction de l'expérience, en fonction de, à mon sens, comment Galtier veut ou peut les utiliser. Ensuite, Barlow, Bourgarit, Marchand, bon, voilà, c'est talonneur, ils vont pas énormément bouger. Bamba, Colomb, Montagne, Slimani, je l'ai dit. Là, pour la deuxième ligne, ça devient intéressant. On a Oradou, Guillard, Alagahu, Woki et Brennan, avec Oradou qui est exclusivement un 4. Guillard qui peut jouer en 4, en 5 et en 8. On l'a vu, il a joué en 8 contre l'Angleterre. Est-ce que ce sera également le cas face au All Black ? À voir comment ça s'organisera du côté de Fabien Galtier et son staff. Alagahu qui joue en 4, il peut aussi jouer 5, mais on va peut-être pas tirer sur la corde. Woki qui peut jouer 4, mais peut-être que sur cette tournée-là, on va plutôt l'utiliser en 3e ligne. Je ne l'ai pas mis en 6, mais à voir. C'est un petit peu une interrogation, Woki, à voir où est-ce qu'on peut vraiment le fixer. Du guide, je l'ai mis exclusivement en 5. Guillaume, on en a parlé, Taofi Fenois, bon voilà, pas besoin d'en parler non plus. Taofi Fenois, c'est un 5 de base. Qui fait de très bonnes sorties de banc. À voir si sur cette tournée-là, on va profiter de cette expérience sur les 50 premières minutes du match ou si on va essayer de mettre de l'impact sur la deuxième ligne. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une deuxième latte, Oradou, Alagahu en 4, ou du coup, Oradou ou Alagahu avec Guillard en 5 et Taofi Fenois qui rentre sur la deuxième mi-temps. Mais à voir évidemment comment ça s'organisera, on verra sur la compo après. Ensuite, pour la deuxième ligne, Abadi qui peut jouer aux 2 postes, mais c'est plutôt un 7. Je le mets vraiment pour la polyvalence, hein. Vraiment, des fois, vous allez être choqués que je mette tel joueur à tel poste, mais c'est vraiment pour la polyvalence parce que Galtier adore ça. Fischer qui peut jouer aux 2 postes. Tixeron qui peut jouer aux 2 postes. Beauchaton qui peut jouer aux 2 postes également. Van Tonder, c'est plutôt un 6. Je l'ai laissé en 6. Brennan, quand il joue en 2e latte en 3e latte et qui dépanne, c'est vraiment un 7. Et pour le poste de numéro 8, j'ai mis le point d'interrogation pour Guillard parce qu'évidemment, on se pose la question de est-ce qu'il va vraiment être utilisé en 8 sur cette tournée-là. Woki, est-ce qu'il a la carrure pour jouer en 8 face à des joueurs qui ont été sélectionnés, on va parler d'All Black après, mais qui ont vraiment des carrures beaucoup plus imposantes qu'il n'a lui. Et Gazzotti en 8 qui, pour moi, est peut-être le meilleur profil à partir du match 2 pour le poste de numéro 8. Donc c'est assez intéressant là aussi de voir qu'est-ce que Galtier va faire. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, mais c'est le but de cette vidéo, c'est de vous aiguiller sur les choses à surveiller, que ce soit sur les informations que les journalistes présents peuvent donner, notamment sur les compos probables le mardi, les compos, qu'est-ce qu'il faut regarder, et sur les matchs, qu'est-ce qu'il faut regarder en fonction des positions des joueurs, voir s'ils sont bons. Enfin, tout ça pour dire que sur la 3e ligne, il va y avoir énormément de choses à surveiller. Mais voilà. Pour le poste numéro 9, je pense que Le Garec est quand même le front-runner, le premier dans la hiérarchie sur ce trio, avec Jono puis Dobagna. Je me posais quand même la question de qu'est-ce que Serein avait fait pour ne pas être sélectionné. Je sais, alors j'ai aucune info. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si c'est une blessure, je ne sais pas si c'est simplement Galtier qui a fait un choix. Je ne sais pas. Donc sur ce plan-là, voilà, c'est mon analyse rapide des 9. En 10, je vous avoue que j'aimerais bien voir Berdeux jouer. C'est-à-dire qu'au moins 2 matchs,
J'aimerais bien voir Berdeux jouer. C'est un joueur que je trouve de plus en plus intéressant. Il a énormément évolué dans son jeu, notamment dans sa défense, le fait qu'il soit grand, le fait qu'il doit se baisser. Je trouve vraiment qu'il a progressé sur ce domaine-là. Et dans l'animation du jeu, c'est un disposé intelligent. Donc à voir. Astoy, il fait une bonne saison. Il a vraiment des fulgurances. Son drop face à Vade notamment. À voir quelle préférence Galtier adopte sur cette tournée. Est-ce que Astoy est vraiment le premier dans la hiérarchie des 10? Comment il peut utiliser second aussi? Est-ce qu'il peut l'utiliser en 10 remplaçant si l'un des deux 10 se blesse? Comment il peut organiser ça? Ou alors est-ce qu'il persiste sur son 6-2 et il utilise Barré en tant que deuxième 10 potentiel? Je sais pas. À voir sur ce poste de 10. Pour les positions. Alors par contre, ça va un petit peu dérouiller sur le, sur le reste de la ligne arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de polyvalence. Je ne les ai pas toutes notées. Tu vois, le seul joueur que j'ai mis aux 3 postes, c'est Atis Ogbe qui couvre le 11, le 14 et le 15, même si c'est plutôt un 14 dans l'âme. C'est quand il est utilisé en tant qu'ailier, Atis Ogbe, mais je l'ai mis en 11 quand même. Parce que voilà, pareil pour Spring, je l'ai mis aux 2 ailes. Duki Valou, je l'ai mis qu'à l'aile gauche parce qu'il est plutôt gauche. Enfin, il est plutôt toujours positionné sur la gauche. Voilà, ça c'est pour les ailes et Villiers à droite. Voilà, je l'ai rarement vu en 11, Villiers. Donc voilà, ça c'est juste les petites positions d'ailier, c'est pas le plus primordial. Pour moi, le plus primordial sur cette tournée, c'est pas la deuxième ligne, c'est pas la troisième ligne, mais même si c'est la deuxième position la plus intéressante, c'est le poste de centre. Qu'est-ce que Galtier va faire sur cette poste de centre? Je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il prend 2-13. Je vous avoue que là, je comprends pas trop. Est-ce qu'il veut utiliser Barassi ou Deporter en 12? On voit que ça n'a pas marché, que Barassi c'est pas un 12. Même si défensivement il reste robuste. Deporter en 12, il avait testé face à l'Angleterre. Et sur un autre match, je crois que c'était face à l'Écosse, sur le dernier Destination, pas le dernier, mais l'avant-dernier, celui post-Coupe du Monde. Ça n'avait pas été une réussite. Et on est sur cette multitude de profils en 13, où Dari Carrère c'est un 13, Gaëton c'est un 13 quand il joue au centre, Duguy Valou peut aussi jouer 13. Et donc je me suis posé la question de est-ce que en fait Galtier voudrait pas mettre Dari Carrère en 12 pour épauler Millet et Ficou qui sont vraiment fixés sur le poste. Sur ça, franchement, je comprends pas et j'ai hâte de voir comment Galtier va organiser sa paire de centre à partir du match 2 parce que je pense que c'est assez clair que ça va être Ficou Gaëton sur le premier match face au All Black. Donc à voir comment ça va s'organiser, mais j'étais vraiment interrogatif sur pourquoi prendre 2-13 en sachant que tu as déjà 2 spécialistes du poste, t'en prends un troisième et t'essayes de renforcer le 12 peut-être. Je sais pas. Sur ça, j'ai toujours pas trop compris. J'ai hâte de voir les interviews qui vont sortir de Galtier, du staff, etc. pour nous expliquer ça. Parce que vraiment, j'ai pas encore trop compris l'intérêt d'avoir ces 2-13 là. Même s'ils sont excellents, hein, je dis pas qu'ils sont nuls. Mais ça me semblait peut-être plus important d'avoir un 12 en plus quand tu sais la menace qu'apporte Jordi Barrett. Parce que, on le verra après, mais Ficou est la pierre angulaire de cette ligne arrière. On va voir pourquoi après, je vous expliquerai. Mais face à un joueur comme Jordi Barrett, je trouvais qu'avoir un 12 avec beaucoup plus d'expérience que ne peuvent avoir Dari Carrère et Millet. Enfin, Dari Carrère, j'ai mis le point d'interrogation parce que vraiment, je l'ai mis en 12 pour essayer de faire un schéma, mais voilà. Mais voilà, face à Jordi Barrett, je sais pas, j'aurais peut-être préféré un deuxième 12 de spécialiste derrière Ficou, mais à voir. Et pour le poste de 15, bon, Barré semble être quand même le premier dans la hiérarchie. J'aimerais bien voir Tibérien en vrai. Et je regrette presque qu'il n'y ait pas un match de semaine. Parce que j'aurais adoré voir une espèce d'équipe un peu faux folle. On avait fait une en stream une équipe pas faux folle, mais tous les joueurs que Galtier ne va pas titulariser sur cette tournée. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont passer leur tournée à faire des entraînements. Et donc j'aurais bien aimé avoir un match de semaine pour avoir par exemple un Tibéria en 15, j'aurais adoré voir ça. Atis Ogbe en 15 aussi, je pense que c'est parfait dans l'hypothèse où tu fais débuter Atis Ogbe à l'aile et si Barré se blesse, tu peux faire glisser Atis Ogbe en 15 et Astoy, pareil dans la même configuration, si Barré se blesse et que tu es sur un banc en 6-2, tu peux faire rentrer à la limite si Astoy est titulaire, tu fais rentrer Berdeux et Astoy glisse en 15. Donc voilà comment ça peut s'organiser. Mais je vais vous expliquer pourquoi une potentielle blessure de Ficou serait assez dévastatrice. C'est que quand on regarde, ça c'est la compo probable qu'on aimerait bien voir quand même, que j'ai fait en disant, bon allez, c'est moi le coach, je reste dans une logique quand même un peu galtiesque.
mais je me fais plaisir. Donc je pars sur Beria, Bourgarit, Slimani, que j'ai hâte de voir face à Tamaiti Williams en première latte d'ailleurs, sur les mêlées. Oradou Guillard, parce que Oradou a l'air d'être adoré par Galtier, même si je trouve que je comprends l'intérêt pour Oradou. Le seul truc, c'est que pour Oradou, je trouve que sur certains. Enfin, je sais pas comment organiser ma pensée, mais j'ai peur de le cramer trop vite. Il a 20 ans. C'est un deuxième ligne. C'est extrêmement rare qu'un deuxième ligne devienne excellemment bon à un poste dans le 5 de devant. Franchement, c'est extrêmement rare. Tu vois, les joueurs de moins de 23 ans, 24 ans, qui sont excellents, un petit peu à l'image d'un Tamaiti Williams, qui est un prodige, c'est extrêmement rare. Et c'est pour ça que j'ai peur qu'on crame Oradou dans ce sens-là. C'est-à-dire que, évidemment, que l'expérience internationale lui fait du bien, ça lui fait apprendre énormément de choses. Mais attention à ne pas le casser, quoi. Enfin, ne pas lui faire griller les étapes. Je trouve que ce serait beaucoup plus bénéfique. Alors, je suis personne, hein, je suis juste un journaliste slash analyste. Mais Oradou en top 14, j'aime bien sa saison qu'il a faite malgré les événements extrasportifs qui se sont produits au début de la saison. C'est pas le débat. D'ailleurs, on va pas rentrer dans le débat. On peut faire une vidéo parallèle sur ça, mais ce serait que remuer un petit peu ce qui s'est produit. J'ai déjà mon avis sur le sujet sur les réseaux sociaux si vous les regardez. Mais en dépit de ça, il fait une bonne saison. Je comprends l'intérêt, mais avant de le tester au niveau international directement, peut-être qu'il lui faudrait quand même une ou deux saisons de top 14 dans la sacoche pour se dire allez, on le fout titulaire face au All Black en tournée. Voilà, c'est juste ma remarque. Guillard en 5, parce que pour moi, Guillard est vraiment l'un des patrons de cette équipe avec Ficou. C'est-à-dire que bon, tout le monde a un petit peu d'expérience, le Garec aussi, etc. Mais Guillard, dans l'exemple qu'il donne sur le terrain, c'est vraiment un guerrier qui mérite quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que je mets Guillard en 5 directement, avec Taofi Fenoua qui est sur le banc. J'ai pas fait le banc sur cette compo, mais peut-être que je le ferai de tête, etc. Fischer Tixeron, parce que je trouve que pour la communication et l'alchimie, d'avoir deux de troisième lignelle qui jouent ensemble en club, c'est intéressant. Pour le poste de 8, dans l'hypothèse où on laisse Guillard en 5, je trouve que Woki en 8, c'est plutôt le meilleur choix possible. Après, si Guillard glisse en 8, ça voudrait dire qu'en 5, tu mets Taofi Fenoua ou du guide, et que sur le banc, tu mets Taofi Fenoua ou du guide. Donc je ne sais pas quelle configuration fait Galtier. Ça aussi, ce sera quelque chose à surveiller, l'utilisation de Guillard. Est-ce qu'on veut vraiment un 8 gros porteur, ou est-ce qu'on veut un 8 un peu plus bon balle en main, j'allais dire voltigeur, mais oui, voltigeur en touche. Donc à voir cette troisième ligne-là, comment elle va s'organiser sur le premier match, parce qu'en l'absence de Gazzotti, tu n'as pas énormément d'options en 8, malheureusement. En 9, le Garec, pour moi, c'est une évidence. En 10, j'ai pas pu me décider. Honnêtement, mon choix personnel, ce serait Berdeux. Après, j'ai l'impression que Galtier aime beaucoup Astoy. Et il va plus utiliser Astoy que Berdeux, en dépit de tout ce que j'ai dit sur Berdeux avant. Astoy reste un joueur intéressant, mais c'est peut-être pas sa meilleure saison. Donc voilà sur ça. Ensuite, Ozel, Villiers, Atisogbe. Bon, on aurait pu faire comme face à l'Angleterre et mettre du Guivalou, mais autant aller chercher l'expérience. Déjà que tu n'en as pas beaucoup, Villiers peut apporter ça, même s'il se relance un petit peu. Il avait fait le banc sur la demi-finale. Il n'est pas dans une énorme forme. Il n'a pas énormément enchaîné de matchs dernièrement. Atisogbe barré en 15, et je laisse la paire de centre pour la fin. Pourquoi? Parce que Gaëtan en 13, c'est possible de couvrir. Honnêtement, c'est possible de couvrir Gaëtan en 13 s'il se blesse. Mais en fait, je me pose la question, qui fait quoi si Ficou se pète en 12? Qu'est-ce qui se passe sur le banc? Parce qu'on va rester probablement sur un 6-2. 6-2, ça veut dire que sur le banc, tu as Jono et Berdeux ou Astoy. Qu'est-ce qui se passe si Ficou se pète? Qui tu mets en 12? Est-ce que tu mets un troisième latte? Je vous avoue que face à Jordi Barrett, j'espère que l'option numéro 2 en cas de blessure, enfin l'option numéro 1 en cas de blessure de Ficou, c'est pas de foutre, je sais pas, Tixeron ou Van Tonder ou je sais pas quel autre troisième ligne en 12. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais une solution à 2-10, c'est-à-dire Berdeux en 10 et Astoy en 12, ou l'inverse?
Est-ce que tu mets Barré en 12? Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que si tu mets, Barré en, enfin, si tu mets Barré en 12, ça veut dire qu'il faut un 15. Mais si tu mets un 15, ça veut dire qu'il faut un 13, parce que ça veut dire que tu fais glisser Atisogbe en 15 et Gaëton à l'aile. Mais donc, qui tu mets en 13? Est-ce que tu. Je sais pas. Franchement, c'est assez compliqué cette solution-là. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce que va dire Galtier sur ce sujet-là, parce que pour moi, c'est le plus important de la tournée. Que se passe-t-il si Ficou se pète? C'est pas ce que j'ai envie, mais c'est juste dans l'éventualité où j'espère qu'il y a une solution. Ensuite, pour la combo probable sur le M2, donc là, on a adapté simplement avec l'arrivée des finalistes. Donc je reste sur Beria, Bourgarit et Slimani, qui pour moi est vraiment la meilleure première ligne du groupe. Je me suis penché sur la question, est-ce qu'on laisse Brennan et Oradou en stream? J'ai pas vraiment trouvé de réponse. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien voir Brennan associé à Guillard. C'est à mon sens une copie super intéressante. Enfin, une copie. Une alternative de profil assez similaire à celle de Flamand et Meafou. C'est-à-dire le 4 assez longiligne, le 5 qui déboîte des gueules, même si évidemment Guillard est peut-être un peu plus fin, a peut-être un peu moins de kilos que Meafou. En 6, par contre, la troisième ligne, là, avec toutes les arrivées des autres, je ne saurais pas qui mettre en fait. Parce que l'arrivée de Gazzotti te fait poser la question de est-ce que tu mets Gazzotti ou Woki? Mais si tu mets Gazzotti en 8, Woki, il faut quand même l'utiliser. Donc soit tu le mets sur le banc, soit tu le mets en 6. Et ça veut dire que tu relègues Fischer au banc. Et en 7, est-ce que tu mets Beauchaton ou Tixeron? Là aussi, c'est une question intéressante. Je pense que ce sera en fonction de sa forme, lui. Est-ce qu'il sera titulaire en finale? Je t'avoue que j'ai vu la notification pop. Là, on est jeudi. Quand je tourne cette vidéo, jeudi avant la finale. Donc, j'ai la notification qui a pop des compos probables du middle sur la finale. Donc, je ne sais pas si Beauchaton est titulaire ou pas. Peut-être que je mettrai un truc pour vous dire. Mais à voir. Donc là, l'organisation de cette troisième ligne, encore une fois, sur le match 2, je ne saurais pas comment l'organiser. J'aimerais bien voir un Woki, Tixeron, Gazzotti à la limite. Ce serait peut-être ma préférence, mais alors de quelques pourcents, quoi. C'est vraiment extrêmement dur à faire. Ensuite, on reste sur le Garec avec Berdeux ou Astoy. Là encore, je reste sur le même débat que sur la première compo. Je ne saurais pas qui départager. Je ne sais pas comment Galtier veut voir. Aux ailes, je garde Villiers, je garde Atisogbe, je garde Ficou en 12 s'il n'est pas blessé, évidemment. Et pour le poste de 13, on a eu ce débat hier, je crois, pendant 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais sur le poste de 13 au match 2? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais vraiment, qui tu mets à côté de Ficou, quoi? Parce que tu as Gaëton, qui est pareil, joueur génial en 13, fait une très bonne saison avec la section. De Porter, Barassi, bon, on les présente plus. Alors, Barassi semble avoir la logique, mais quand tu sais que peut-être en fait que ça va se décider en fonction du gagnant, c'est-à-dire que le perdant va forcément pas faire la bringue, donc il sera peut-être un peu plus frais pour ce match-là. Donc ce serait peut-être De Porter si le Stade Toulousain gagne et Barassi si le Stade Toulousain perd. Donc je sais, franchement, le centre et la troisième ligne, c'est vraiment les trucs à scruter parce que waouh, c'est extrêmement dur à faire. Atisogbe, Barré, ça c'est du classique, je l'ai dit. Mais vraiment sur la paire de centre, encore une fois, dans cette composition, dans cet alignement-là, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est-à-dire que si maintenant on repose le problème de est-ce que Ficou se blesse, on part du M1, on va sur le M2. Dans cette configuration de match 2 là, si Ficou se pète, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis à Barassi ou De Porter ou Gaëton, vas-y, tu décales en 12? Mais dans ce cas-là, il faudrait encore combler un 13. Ou alors est-ce que tu repars sur... C'est exactement la même problématique en fait quand on y réfléchit. Et je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser du tout. Franchement, je sais pas. Donc voilà. Ça, c'est pour les compos probables. Je vais pas en faire plus parce qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo. C'est beaucoup. Et on va faire les All Blacks par contre. Mais ça, voilà. On en reparlera de toute façon. La compo tombera jeudi prochain normalement. On se refera peut-être, pas jeudi prochain, mais jeudi pour ceux qui regardent cette vidéo parce que je pense que je vais la sortir le lundi. Mais elle sort ce jeudi du coup. Et on en reparlera en fonction de la compo qui va sortir pour le match 1. Est-ce que ce sera celle-là? Est-ce que ce sera une compo différente à voir qui prendra entre Berdeux et Astoy? Est-ce que Oradou reste? Est-ce que Guillard est utilisé en 8? Bref, toutes ces questions-là. On passe au All Black maintenant. Et j'ai refait la même chose au niveau des postes pour les All Black. Le groupe de Groot, Lomax, Newell, Norris, Tossi et Tamati Williams. Alors, on va évidemment parler des profils
en plus en détail dans les postes par poste, etc. Au talon, McAllister, qui est un novice, qui n'a pas de cap. Cody Taylor, que vous connaissez très bien, qui approche les 36 ans, je crois. Et Toke Yao, qui est derrière Taylor dans la hiérarchie, logiquement. Deuxième ligne, Scott Barrett, capitaine. Évidemment, il y avait des voix un petit peu dissonantes en Nouvelle-Zélande qui voulaient qu'on installe Hardy Savea au capitana plutôt que Scott Barrett, malgré des résultats qui ont été très bons sur l'année dernière. Hein. Je crois qu'ils remportent le Rugby Championship, les Néo-Zélandais, si je me souviens bien. C'est où les Springboks? Ah non, je crois que c'est les Springboks qui la gagnent. J'ai pas l'info, mais voilà. Fabian Holland, qui est un jeune joueur des Highlanders, qui est un néerlandais de naissance, qui a 16 ans, est parti en Nouvelle-Zélande. Il est parti de ses Pays-Bas nataux, vu que c'est au pluriel. Et il est parti à... Alors c'était où qu'il est parti? Il est parti dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, mais je crois que c'était à Dunedin pour jouer. Et il a été recruté aux Highlanders, il a été naturalisé. Il peut jouer avec les All Blacks, donc il est là. Ensuite, en poste de 5, Tuipulotu et Vai. Tuipulotu, c'est un autre papa de cette équipe. Et Vai, c'est un peu la relève de... Alors pas de profil, mais la relève juste numérique de Sam Whitelock. Donc c'est un joueur intéressant, on va en reparler après. Pour la troisième ligne, c'est assez peu quand même. Petite critique de ce groupe-là, c'était qu'il y a 32 ou 33 joueurs de la part de Scott Robertson. C'est pas beaucoup pour quand même, je trouve, un groupe à la maison. Je sais pas, peut-être que sur 37 ou 38 joueurs, ça aurait été peut-être un peu mieux pour avoir peut-être un peu plus de profondeur sur la troisième ligne notamment. Même sur les alliés arrière, tu vois, prendre un ou deux joueurs de plus. Bon, il reste sur cette configuration de 32 ou 33 joueurs. Est-ce que c'est vraiment judicieux? On verra. Voilà. Pour la troisième ligne, donc Finau, Jacobson qui est blessé, c'est une commotion assez bizarre pour Jacobson, hein, parce qu'il re-rentre dans la finale alors que la commotion est pas bonne apparemment. Il réussit le protocole, mais il est quand même protégé par les All Blacks dans le sens où ils prennent un joueur pour le couvrir vu qu'il peut pas s'entraîner normalement pendant 2 semaines. Duplessis Kirifi qui fait enfin son apparition, et ça je pense que c'est malheureusement dû à pas... Alors c'est pas dû à une montée dans la hiérarchie malgré que le joueur soit incroyable, mais plutôt à la blessure de Peter Lacaille, le joueur des Hurricanes, le très jeune joueur des Hurricanes qui est super intéressant. Mais au moins on a Duplessis Kirifi dans un groupe de All Blacks, alors qu'avant il jouait quasiment exclusivement avec 1, 2, 3 avec pas les Maori All Blacks mais les All Black 15. Je crois qu'il a même été capitaine de cette équipe-là. On a Hardy Savea qui est le vice-capitaine, et j'ai Wallace City dans le groupe, mais c'est pas Wallace City, c'est Christian Liowili, parce que Wallace City est blessé. Il a alors je crois que c'est une grave torsion à la cheville ou une entorse qui va nécessiter une opération, et il sera peut-être même absent sur une partie du Rugby Championship. Donc c'est dommage, parce que on va voir pourquoi c'est dommage pour City. Pour le demi de mêlée, on a enfin le futur trio qui, à mon sens, devrait peut-être être le trio qu'on va avoir pendant 10 ans avec le All Black, à savoir Roygard, Otam, et la plus grosse interrogation pour moi, c'est Ratima, parce qu'il a beaucoup été critiqué après des matchs assez pourris qu'il a fait l'année dernière, sur la tournée d'automne avec les All Blacks. Roygard, qui est le 9 titulaire évidemment. Otam, qui est la relève qui vient des Crusaders, qui fait une bonne saison avec les Crusaders d'ailleurs. Et Ratima, qui pareil, bonne saison avec les Chiefs, qui les amène en finale. Les deux joueurs sont affrontés en finale d'ailleurs. Et voilà. Demi d'ouverture, Beauden Barrett, Damien McKenzie. Classique. On aurait pu avoir Stéphane Perofeta, mais il est blessé. Évidemment, je précise que là, ça, c'est les joueurs blessés absents. Donc, Aumua est absent, donc c'est pour ça qu'on a McAllister. Tunga Fassi est absent, donc c'est pour ça qu'on a Norris. Samdari est absent, donc c'est pour ça qu'on a Hollande. Peter Lacaille est absent, donc à mon sens, c'est pour ça qu'on a Kirifi. Et Perofeta est absent. Et là, c'est peut-être pour ça qu'on a Ruben Love, qui peut couvrir les deux postes, mais qui est plutôt en 15, on va en reparler. Pour le poste de centre, Jordi Barrett, qui est un des vice-capitaines avec Hardy Savea, derrière Scott Barrett. Rieko Ioane, qui va jouer en 13. Anton Lienert-Brown, qui est blessé. Je vous avoue que je n'ai pas cherché pourquoi, mais qui va être blessé sur le début de la tournée d'été face au All Black, face au 15 de France.
Billy Proctor, qui est sélectionné et qui est un joueur des Highlanders, si je ne m'abuse. Oui, c'est un joueur des Highlanders. Attendez, je vais juste vérifier. J'ai pas envie de dire. En fait, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est un joueur des Highlanders. Non, mais des fois, j'ai des doutes. Ah non, mais Hurricanes. Et voilà. Oh là là, le con. Eh non, c'est un joueur des Hurricanes. Pourquoi j'ai pensé Highlanders? Désolé, je me suis trompé. Et Timothy Tavanawai, qui est, lui, la révélation. Alors, c'est une révélation sur les 2-3 dernières saisons qui a d'abord été révélée par les Moana Pacifica. Il a bougé aux Highlanders et on va reparler de son profil, mais c'est vraiment la révélation sur les 2-3 dernières années. Il a refusé des convocations avec les Fidji pour se consacrer au All Black. Ça paye, il est là. Et enfin, Quinn Tupaia qui est de retour. Si vous vous souvenez pas de lui, c'était un 12 qui s'était fait arracher les ligaments du genou sur un déblayage croc-roll de Darcy Swain sur un match à Perth entre les All Blacks et l'Australie. Swain avait pris un carton rouge, l'image était dégueulasse. Franchement, Tupaia avait mis très très longtemps à s'en remettre, presque 1 an. Il avait même eu du mal, il avait parlé à des médias de à quel point c'était dur d'être autant éloigné des terrains. Évidemment, c'est logique, mais son récit est assez intéressant. Et là, enfin, il fait une saison quasi complète, je crois, avec les Chiefs. Et il est enfin là, de retour dans un groupe des All Blacks. C'est un 12 très très intéressant. Et on va voir quelle hiérarchie il est placé aujourd'hui. Et pour les ailiers arrière, voilà, c'est la même critique que sur la 3e ligne. Il n'y a pas énormément, alors que pourtant, c'est quand même un poste qui pourrait nécessiter 1 ou 2 joueurs de plus pour la profondeur. Donc on a Caleb Clark, Will Jordan, Ruben Love, je ne sais pas trop comment pour la prononciation, et Sevouris. Et c'est tout pour ce groupe, donc de 32 ou 33 joueurs, je n'ai pas compté. Mais voilà. Là, c'est même concept que ici avec les potentialités de poste. On l'a fait aussi avec les All Blacks. Donc, Williams à gauche avec De Groot et Norris. McAllister au talon. Taylor, Tokeyao, bon, ça c'est logique. Newell, Lomax est aussi pour le poste de pilier droit avec Tamaiti Williams qui peut dépanner à droite si besoin. Il a déjà joué des matchs cette saison, je crois, avec les Crusaders, mais il a cette formation de poste pilier droit parce qu'il est quand même assez imposant. Et là où en général les postes pilier gauche sont plutôt assez fins par rapport aux droitiers, lui, il est aussi fin qu'un droitier. Donc c'est pour ça qu'il peut aussi jouer à droite, je pense, et tenir la bavette. En 4, Scott Barrett, évidemment, qui est le titulaire attitré au poste de numéro 4. Mais si dans un match ou quoi, il se blesse et il faut jouer un autre 4, tu as Hollande, qui pour moi est devant Tuipulotu et Vai, qui peuvent jouer à ce poste aussi. D'ailleurs, Tuipulotu joue 4 avec les Blues, mais avec les Blacks, son profil en fait directement un 5 attitré. Vai qui devance Tuipulotu, donc voilà, il peut dépanner à gauche, mais c'est exclusivement normalement un 5 avec les All Blacks. Il forme une sacrée paire d'ailleurs avec Scott Barrett, même si j'aimerais quand même un peu plus. Enfin, j'aimerais, ça fait ultra prétentieux de dire ça, mais je pense que pour son crédit, il lui faudrait vraiment une année internationale extrêmement complète, parce qu'il a quand même déçu sur certains matchs. Et c'est ce qu'attendent les observateurs en Nouvelle-Zélande. Une saison complète, sans blessure, avec vraiment du niveau sur le terrain. Et après, pour les autres remplaçants au poste de 5, bon, Barrett et Hollande, on peut carrément inverser les postes de 4 et 5, mais tout le monde peut jouer partout en 2e ligne. Et ça, c'est intéressant pour la polyvalence, mais bon, vaut mieux avoir Vai et Tuipulotu en 5 que Barrett et Hollande, même si Barrett, bon, je pense qu'il n'aurait pas trop de difficultés. En 6, on a quasiment que Finau, en l'absence de Jacobson qui est blessé avec commotion. Donc bon, on a que Finau pour le premier match, je pense, parce que Jacobson devrait déclarer forfait pour le premier match, même s'il est sélectionné. En 7, Jacobson, qui dans la logique est titulaire à ce poste-là en l'absence de Cititi, vu que Savea sera titulaire en 8. Savea et Kirifi, avec Papali qui a été appelé pour couvrir donc la blessure de Jacobson. Savea en 8, qui pourrait jouer ailleurs, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure sur la compo probable pour le match 1. Leo Willy, qui était la couverture de Jacobson, mais qui du coup, en l'absence de Cititi, au forfait de Cititi pour sa cheville, est appelé officiellement avec les All Blacks, et donc Jacobson qui peut jouer aussi 8. En 9, Roygaard, Ratima, Otam. Là, je pense que je vous les ai mis dans l'ordre. Otam est peut-être encore un peu vert au niveau international. Il va peut-être lui falloir quelques matchs. À voir comment ça va s'organiser pour lui donner du temps de jeu. Peut-être que sur un match face au 15 de France, il remplacera Ratima.
À voir comment ça va s'organiser. Barrett qui peut jouer 10, McKenzie qui peut jouer 10 et Love aussi, alors qu'il n'a pas trop joué 10. Hein. Love, il fait partie de cette race des 10-15 néo-zélandais qui, lui, on l'avait installé, je crois, sur ses premières saisons avec les Hurricanes en 10. C'est un joueur qui est extrêmement doué, intrinsèquement, il a vraiment du rugby. Mais en 10, sur sa première saison avec les Hurricanes, ça n'avait pas marché, donc on lui avait dit, en vrai, mets-toi 15. Il y a un autre joueur dans l'effectif qui, pareil, a oscillé un petit peu entre 10 et 15, avec qui on lui avait dit, bah, mets-toi en 15 quand même, ça avait bien marché. Donc lui, il joue quasiment que 15. Alors il avait joué quelques matchs en 10 cette saison avec les Hurricanes parce qu'ils avaient quelques soucis en 10. Mais voilà, en vrai, c'est un 15 et je pense que s'il venait à jouer avec les All Blacks, ce serait un 15. Ozel, Clark, Jordan, même si ce sera un 15 dans l'équipe. Clark et Rhys qui peuvent jouer. Voilà, Clark, c'est exclusivement un 11, mais Rhys, il peut alterner entre les deux ailes, même si c'est plutôt la droite la préférée. Jordan qui peut jouer aussi à droite. Tavanawai qui peut jouer à l'aile, mais on va voir pourquoi ce ne serait pas vraiment intéressant. Et Narawa qui a été appelé pour couvrir Anton Lienert-Brown qui est blessé, je ne sais pas pourquoi, je le répète. Mais lui, c'est un ailier, donc tu remplaces un potentiel centre par un ailier. Bon, il peut jouer 13, mais je crois qu'il a joué deux matchs en 13. C'était pas super intéressant d'ailleurs. Et donc voilà. En 12, Jordi Barrett qui est supplé. Bon, Jordi Barrett, je vous le présente même pas. C'est le meilleur 12 du monde. Voilà, c'est Jordi Barrett. Tavanawai qui lui était un joueur, on va en reparler de lui, parce qu'il avait été découvert au Moana Pacifica, mais c'était un ailier. Et dans son choix de carrière, il avait fait le choix de partir aux Crusaders. Il avait fait le choix de partir à. Il avait fait comme Levi Aomua, c'est-à-dire que on avait Levi Aomua et Timothy Tavanawai qui étaient deux joueurs des Moana Pacifica. Levi Aomua était parti aux Crusaders, ça n'a pas super bien payé, alors que lui visait les All Blacks. Et Tavanawai, qui était un ailier avec les Moana Pacifica, était parti aux Highlanders. Et quand il est arrivé aux Highlanders, on lui a dit, en vrai, si tu veux vraiment viser les All Blacks, on n'a pas vraiment besoin d'un ailier. Par contre, un 12, t'es plus proche du ballon, t'as un physique qui fait mal aux défenses, t'es plus solide en 12, intéresse-toi à ce poste de 12. Et il a fait sa saison, là, je crois, avec les Highlanders, quasiment exclusivement en 12. Il a fait un match à l'aile, mais c'est anecdotique. Et quand tu vois ce qu'il fait en 12, le mec te sort des matchs des fois à 5 grattages, des plaquages à tout va, le mec est solide, il bouge pas en défense. C'est vraiment, c'est une nouvelle révélation, c'est-à-dire que le joueur est incroyable, mais le joueur en 12 est vraiment super bon avec les Highlanders. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir Jordi Barrett supplé par un Tavanawai qui fait une saison super bonne avec les Highlanders, et derrière lui, Quinn Tupaea, qui donc j'ai expliqué son histoire tout à l'heure, et qui fait une bonne saison avec les Chiefs en 12, et qui du coup est, à mon sens, le troisième dans la hiérarchie des 12, avec derrière Cam Lienert-Brown qui peut couvrir ce poste, mais bon, c'est plus un 13 dans l'âme. Donc Tupaea, il est là génial, vous savez pourquoi pour l'histoire. En 13, Rieko Ioane, qui joue en 13, mais il fait pas une saison exceptionnelle avec les Blues, donc attention à ce qu'il ne se fasse pas punir s'il a le même niveau de jeu avec les All Blacks, même si je crois qu'il fait un bon match. Il met un triplé sur un match, je crois, à la fin de la saison, mais voilà. Mais Ioane, attention quand même à ce que il est quand même sacrément neutre sur certains matchs. Donc attention à ce qu'on lui préfère pas un poste plus libéraux, on va dire, plus intelligent dans la défense, comme Lienert-Brown. Même si offensivement, Lienert-Brown est évidemment moins efficace que Rieko Ioane, moins rapide aussi. Mais Lienert-Brown, s'il est vraiment remis pour le deuxième et le troisième match, franchement, pour avoir une défense certaine au centre du terrain, j'aimerais beaucoup voir Anton Lienert-Brown associé à Jordi Barrett. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je crois que oui, mais pas très très longtemps. Et donc Proctor, le joueur des Hurricanes, 113, qui pour moi est quand même troisième dans la hiérarchie derrière Lienert-Brown et Ioane. Pour l'autre aile, Rhys, on a parlé de Jordan Tavanawai. Et pour la hiérarchie des 15, Will Jordan et Ruben Love, qui devraient quand même avoir la priorité sur Beauden Barrett et Dyan McKenzie. Pourquoi ? Parce que Barrett et McKenzie sont actuellement, alors c'est pas une guerre, mais ils sont en concurrence pour le poste de 10. McKenzie avait quitté la Nouvelle-Zélande en 2021, il était parti jouer au Japon et il avait passé sa saison en 10. C'est dans son contrat au Japon, il voulait faire une espèce de retraite spirituelle au Japon où en fait il était un petit peu excédé de ne pas être utilisé en 10
durant la Coupe du Monde 2019, il n'avait pas été utilisé non plus en 15 parce que à l'époque, Stevenson voulait absolument avoir le maximum de talent sur le terrain, donc il avait pris euh, Richie Mo'unga en 10 et Boden Barrett en 15, qui avait relégué Damian McKenzie sur le banc. Est-ce que ça avait fonctionné pour eux? On voit s'ils ont soulevé une Coupe du Monde. Ça avait fait la même chose sur la Coupe du Monde 2023. Sauf que pour la Coupe du Monde 2023, donc on revient à notre récit, il part au Japon une saison. Il joue en 10. Ça se passe très bien. Il revient en Nouvelle-Zélande. Il re-signe avec les Chiefs. Mais par contre, il dit « Je joue en 10 en Nouvelle-Zélande. Je ne joue qu'en 10. Mon objectif, c'est de jouer en 10 avec les All Blacks. Donc, je joue en 10 avec les Chiefs. » Il a évidemment joué quelques matchs en 15 quand il fallait dépanner, etc. Mais ce n'était pas sa priorité sur les feuilles de match. Et donc, il a fait glisser des fois, quelques fois en 15, mais c'était vraiment pour arranger des fois cette saison. Par exemple, il a glissé en 15 quand il fallait faire rentrer Josh Jacomb, qui a été recruté au Taranaki et qui faisait sa première saison en Super Rugby. Donc des fois, il est laissé un petit peu quand même jouer quelqu'un d'autre en 10 pour lui arranger l'équipe quand même. Il n'est pas self-centered, il n'est pas ultra égoïste. Putain, je déteste parler en anglais, c'est horrible. Si vous regardez cette vidéo, putain, je viens de faire un monologue de 51 minutes, là j'arrive sur la fin, je suis assez saturé, je commence à dire des bêtises. Mais donc voilà, pour McKenzie, il a fait ça. Et quand on voit ce qui s'est passé, c'est-à-dire que jusqu'à la Coupe du Monde, il ronge un petit peu son frein, c'est-à-dire qu'il est toujours bloqué derrière Boden Barrett et Richie Mo'unga qui se battent vraiment pour ce poste de 10 et qui relèguent encore une fois Boden Barrett en 15, ce qui fait perdre le poste à McKenzie de 10 et de 15, c'est-à-dire qu'il peut jouer nulle part. Ian Foster reste sur cette configuration-là. Ça marche mieux, à mon sens, cette association 10-15 de Mo'unga et Boden Barrett qu'en 2019, mais ça fonctionne pas superbement bien non plus quand on voit le résultat en finale, même si c'est pas eux les fautifs, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc McKenzie, depuis que Richie Mo'unga est parti au Japon en post-Coupe du Monde 2023, il est incroyable en 10. Il est trop bon en 10. Il a fait des matchs exceptionnels. Le seul problème, c'est que je sais pas si c'est vraiment un problème quand on revient sur le débat de la priorité nationale, etc. Mais il arrive jamais à faire gagner ses Chiefs en finale, en fait. À chaque fois, il perd. C'est horrible, hein, mais et le pire, c'est qu'en fait, il fait des matchs en finale qui sont pas top. Encore une fois, exemple récent, quand son match face aux Crusaders en finale, pas top. Donc, bon, sur ce plan-là, à voir comment ça se goupillera. Est-ce qu'on préfère Boden Barrett et laisser un petit peu reposer McKenzie mentalement après la défaite de la finale, ou est-ce qu'on refait monter McKenzie sur le cheval pour pas qu'il s'éloigne trop? Donc à voir. Ça, c'est pour toutes les possibilités donc de tous les joueurs à tous les postes possibles. Et on va passer à la combo probable pour le match 1. Je pense qu'on va rester sur Williams, Taylor et Lomax. Lomax qui est vraiment un des meilleurs 3 du monde. Hein. Franchement, Lomax, un nom que vous entendez pas beaucoup, mais alors qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon, que ce soit en mêlée, que ce soit dans le jeu. C'est un joueur exceptionnel. Il va vraiment surveiller sur cette série, notamment s'il se retrouve face à un Beria ou face à un Erdosio. Attention. Scott Barrett en 4 avec Vi, bon, ça c'est la classique. Hein. Classique. Finau en 6, ça semble être la seule solution avec la commotion de Jacobson. Et là se pose le problème. Qu'est-ce qu'on fait sur le poste de 7 et 8 en l'absence de Sititi? Parce que ça semblait assez clair qu'on partait sur Sititi en 8, là, et on décalait Savea en 7, comme on avait fait sur la dernière tournée d'automne, et qui avait vraiment eu un rendu super intéressant. Sauf que là, Sititi est blessé, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Lio Willy en 8, et dans ce cas-là, on laisse Savea en 7, ou est-ce qu'on met Kirifi directement titulaire en 7, et est-ce qu'on garde Savea en 8? C'est le dilemme de la première compo de la semaine prochaine. Ça, ce sera le plus gros choix. À qui on fait confiance, en fait? Est-ce qu'on continue à un petit peu à être défiant envers Kirifi et continuer cette espèce de méfiance à son égard? On n'a jamais trop voulu le sélectionner avec les All Blacks. Et enfin, là où il a un shoot, il ne le prend pas parce qu'on lui préfère Lio Willy qui a, pour moi, mon expérience que Kirifi quand même. Je sais pas. On verra jeudi prochain, mais à voir. En 9, regarde, c'est l'évidence. En 10, pareil. Vous avez vu le débat sur Berdeux, Astoy intérieur que j'ai eu. Pareil, je ne saurais pas
enfin, je ne sais pas vous dire qui mettre. Enfin, qui mettre moi déjà, je ne sais pas qui mettre en 10 si je devais faire la compo, et je ne sais pas qui mettra Robertson en 10. Est-ce que ce sera McKenzie, est-ce que ce sera Barrett? Donc j'ai mis la double chance. Je la laisse. En 12, bon après c'est la classique. Hein. Barrett en 12, Ioane en 13, Clark à l'aile gauche, Rhys à l'aile droite et Will Jordan en 15 parce que ça semble être la seule probabilité. T'as pas assez d'ailier pour. T'as pas 1, 2, 3. T'as pas par exemple Téléa qui peut concurrencer Clark à l'aile gauche pour une potentielle place de titulaire. Donc on reste sur ce schéma-là. Et on va avoir quand même une compo extrêmement solide. Juste pour dire que vraiment, avec. Je sais pas si vous avez vu, mais je vais terminer cette vidéo sur ça après avoir fait tout ça. Mais après l'annonce du groupe des All Blacks, il y a eu énormément de vagues du côté des All Blacks, enfin de la Nouvelle-Zélande. Parce que il touchait enfin du doigt ce qu'il critiquait depuis plusieurs mois, à savoir que l'équipe de France ne mettrait pas son équipe première. Et ça s'est vu sur le groupe. Certains disaient non, mais c'est France A, c'est pas possible, c'est France 15, enfin ils appellent ça 15, mais ils étaient critiques de putain, mais il n'y a aucun premium, Dupont il est où? Bon, je pense qu'ils ne savent même pas qu'il est blessé, mais ils étaient un petit peu choqués. Et dans les commentaires, c'était vraiment, mais on va leur défoncer la gueule, mais ça va être terrible, 3-0, pas de respect pour le rugby, bon, tout ce que j'ai dit auparavant. Enfin, sur ça, la réflexion, c'est assez acerbe comme réflexion de ma part, mais franchement, j'espère vraiment qu'avec toutes les critiques qu'il y a eu, que ce soit ce que pensent les All Blacks entre eux, plutôt qu'ils vont pas le dire à la presse, évidemment, ils sont beaucoup trop polis pour ça, mais que ce soit ce qu'ils pensent entre eux ou ce que disent ouvertement les supporters et les observateurs, les consultants, tralali, tralala, j'espère vraiment que les All Blacks vont faire un 3-0. Parce que si l'équipe de France, cette équipe de France-là, arrive à arracher un match en Nouvelle-Zélande, Galtier va avoir raison. Galtier aura raison. Pourquoi? Ça louera la profondeur de la France dans quasiment tous les postes. Voilà, c'est ce qui donnera raison à Galtier, ne serait-ce qu'un match gagné. Hein. Je pense même que si sur un match, tu finis sur un match nul, ça donne raison à Galtier. Parce que c'est une équipe des All Blacks, c'est peut-être la meilleure du monde avec les Springboks à l'instant T. Même si, bon, ils n'ont pas joué depuis 6 mois ensemble. Mais ça donne raison à Galtier si l'équipe de France arrache un match, même un match nul, même une défaite à 1 point. Je pense qu'on peut étendre jusqu'à ça. Mais donc voilà, et j'en parlais en stream, mais la conséquence de tout ça, c'est que si l'équipe, on va avoir 2 débats après la tournée, c'est-à-dire que même après un match, si l'équipe de France prend 70 points, ou alors s'il gagne, on va avoir 2 débats. C'est un débat sur mais à quel point l'équipe de France est exceptionnelle dans sa profondeur. Waouh, le rugby français est génial si l'équipe de France gagne un match en Nouvelle-Zélande, ça va être ça le débat. Général, vous savez, sur tous les émissions qui parlent au grand public, qui mêlent beaucoup de sport, etc., où il n'y a pas vraiment de connaissances intrinsèques du rugby, où il faut faire du général sans pour autant exclure les consultants, pardon. Ou alors l'autre débat, ce sera l'équipe de France prend 3-0 avec des scores humiliants. Est-ce que Galtier a manqué de respect à la Nouvelle-Zélande et au rugby? Voilà, je vous préchote un petit peu ce qui se passera après cette tournée en fonction des scénarios. Donc je vous ai un petit peu dit tout ça. On arrive à 1 heure de vidéo. J'arrive pas à croire que j'ai parlé 1 heure tout seul, mais cette tournée vraiment m'intéresse beaucoup, comme la tournée des Lions d'ailleurs. Mais voilà, juste pour vous dire de vous abonner si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que vous êtes aussi fou que moi. Mais merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous m'envoyer un DM sur Instagram, sur Twitter si vous voulez discuter plus longuement de tel ou tel sujet. Je suis toujours assez ouvert sur ça. Des fois, c'est vrai que je réponds assez longuement, mais c'est parce que j'ai pas les notifications sur la plupart des réseaux sociaux pour limiter mon temps d'écran, parce que sinon je suis beaucoup trop addict. Et donc voilà, j'essaierai de répondre à tout le monde évidemment, mais merci si vous vous abonnez, merci si vous mettez un commentaire, si vous likez la vidéo, si vous partagez la vidéo aussi. C'est rare de demander ça, je sais que personne le fait parce que c'est un peu cringe. Mais merci d'avoir fait tout ça peut-être, et juste merci d'avoir regardé la vidéo si vous aviez juste envie de passer 1 heure à écouter du rugby. Mais donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. À la semaine prochaine, enfin du coup dans quelques jours pour le premier match, et puis on débriefera régulièrement ce qui s'est passé sur les matchs. Donc voilà, pensez à vous abonner, je me répète, mais je ne sais pas trop comment terminer mes vidéos à chaque fois. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là, je vous souhaite une bonne matinée, soirée, après-midi, et voilà.
Ciao.